Euh, Nous commençons. Alors, moi, c'est Jacques Caillouette, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Alors, bienvenue à ce webinaire intitulé Comprendre plutôt que mesurer, repenser l'évaluation du fonctionnement social dans une perspective phénoménologique. Alors, pour le travail social, toute la question du fonctionnement social et l'évaluation du fonctionnement social est un enjeu important et de le voir dans une perspective comme aujourd'hui, une perspective phénoménologique et herméneutique participe réellement au renouvellement des pratiques de travail social. Alors, cette conférence est organisée par l'Axe de recherche politique et pratique sociale du CRIS. Le CRIS, c'est le Centre de recherche sur les innovations sociales. C'est un centre de recherche interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe près d'une cinquantaine de chercheurs qui étudient et analysent principalement les innovations et les transformations sociales. Alors, je vous donne le déroulement de la rencontre. Alors, ce webinaire est d'une durée d'une heure et demie. Alors, on va prendre une heure pour la présentation et ça va être suivi d'une période d'échange de 30 minutes. Avant de présenter nos invités, nous désirons mentionner que cet événement est enregistré. Nous vous invitons à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, veuillez fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement sera diffusé sur le site Internet du CRIS prochainement. Alors, je vous présente nos conférenciers. Alors, d'abord, Sering Touba Mbake, qui est professeur agrégé en travail social à l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue, qui est membre aussi du CRIS et de l'Axe politique et pratique sociale. Et autre conférencier, Martin Robert, travailleur social, formateur et expert conseil contractuel pour l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec. Martin est aussi superviseur en pratique autonome. Il a été travailleur social auprès des familles, puis conseiller clinique et gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec durant plus de 30 ans. Alors, je donne maintenant le micro à Touba et Martin. Oui, tout bas. Oui. OK. Ouais, mais tu peux y aller, Martin, vas-y. Je te vois pas. Désolé. OK. Tu peux. En fait, peut-être je peux situer, oui, tout bas. Je vais situer brièvement notre collaboration qui dure depuis longtemps, où on réfléchit à l'essence un peu du travail social. Et cette réflexion-là se fait à partir en fait, se fait à partir du terrain. C'est-à-dire que j'ai toujours, je continue chaque semaine à suivre des intervenants, à entendre des intervenants qui parlent et de l'évaluation et du travail social à travers les formations, à travers les supervisions. Fait que ça permet, je vois un peu l'évolution du réseau, l'évolution des pratiques. Et c'est à partir de cette pratique-là, terrain, qu'on réfléchit aujourd'hui, qu'on a réfléchi, puis qu'on a fait un article qui, dans une espèce dans une conception d'une certaine forme de clinique en travail social qu'on va vous parler aujourd'hui. Fait que j'y vais avec Touba, si tu peux présenter la première diapo, juste avant celle-là, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Comme l'a si bien dit Martin, nous sommes très complémentaires dans notre façon de faire et c'est ce qui a justifié une collaboration de plus de à peu près 18 ans. Euh, le constat général, c'est que le contexte contemporain comment dirais-je, travail social
est marquée par une montée assez subreptice de quelques approches technicistes qui flirtent avec une certaine standardisation des pratiques, avec aussi, comme beaucoup de collègues aussi l'ont déjà mentionné dans le passé, et continuent à le dénoncer, des logiques gestionnaires et protocolaires avec des plans bien faits, tout cela. Et ce constat fait que il y a une nécessité d'aller vers l'évolution d'une question fondamentale ou l'élaboration d'une question fondamentale qui est celle de se demander que devient la compréhension du sujet lorsque l'intervention elle-même est foncièrement organisée autour de la, comment dire, gestion de cas, de la rapidité et de l'efficacité administrative. Cela ne peut pas aller avec une intersubjectivité. C'est ce qui fait que nous nous sommes posé la question centrale de savoir comment recentrer la compréhension du sujet. Et donc, tout l'objet de notre présentation va s'arc-bouter autour de cette question centrale, comment recentrer la compréhension dans sa dimension antagonique avec peut-être l'explication ou bien d'autres choses. Ouais. Tu peux y aller, Martin. Oui, en fait, au-delà, on entend, c'est devenu un peu, tout le monde est d'accord là-dessus, on le répète, les logiques gestionnaires, la nouvelle gestion du social, les organisations de travail, l'impact sur l'épuisement de tous les intervenants, y compris des travailleurs sociaux. Bon, c'est connu, c'est documenté, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Et, et puis, tout le monde peut le démontrer de façon assez véhémente et intéressante, même si, malheureusement, le mouvement continue dans ce sens-là. Mais ce qu'on veut apporter comme lumière aussi, c'est que cette modification-là apporte depuis 30 ans des transformations au niveau de la nature même du travail social, de qu'est-ce qu'on fait comme travailleurs sociaux. Il y a eu une transformation que j'ai pu observer, que je peux observer dans la façon qu'on a de faire du travail social. Comment s'est développée cette nouvelle façon de faire? D'abord, il y a une réification de la relation d'aide. La relation d'aide dans notre système est devenue un produit. Un produit qui prend la forme, par exemple, de soutien intensif dans la communauté, déterminé, un produit dans le sens qu'il est défini, qu'il est soutenu, qu'il y a une façon de faire, un mode d'agir. Fait que c'est des produits comme les suivis d'intensité variable, le soutien à la perte d'autonomie. Ce sont tous, il y a une espèce de transformation des pratiques qui va dans le sens de nommer de faire de la relation d'aide un produit. Et avec les normes, avec les règles qui vont avec. Faut voir que cette évolution-là des façons de faire s'inscrit dans une logique de marché qui est plus grande, évidemment, que la logique du réseau. Parce que pour être capable de devenir une marchandise, il faut d'abord être un produit. Fait qu'il y a comme le travail social, l'intervention, les suivis deviennent des choses qu'on peut mesurer, calculer. Si tu veux juste reculer, s'il te plaît, tout bas. Je suis encore fait que je t'indiquerai. Fait que donc, il y a une logique de marché qui s'inscrit aussi là. Par exemple, c'est ça qui fait qu'on magasine dans les logiques de marché le nombre d'interventions, le type d'intervention qu'on va faire. On catégorise, ça s'est beaucoup développé avec l'amélioration des systèmes, le développement des systèmes de statistiques, le nombre de rencontres. Ça, on peut mesurer ça quand on considère la relation d'aide comme un produit. Est-ce que même ces rencontres se font là à domicile ou en présence de l'usager? S'ils sont en présence de l'usager, ils ont une valeur marchande plus grande. Fait qu'il y a comme une logique de marché qui s'est installée dans la relation d'aide et qui fait que la qualité passe par la mesure. C'est comme ça qu'on identifie une qualité de pratique dans une perspective technocratique. C'est en la mesurant. On mesure un produit. Fait qu'on fait ça aussi le modèle Lean est un bon exemple, mais on fait ça sur un peu la base d'une logique marchande. C'est plus possible, puis il y a un autre impact qui vient améliorer,
amplifier ça, c'est que c'est un modèle qu'on peut considérer, un modèle issu des sciences, en fait, prédictible, où la vérité, c'est une certitude, prétend à une certitude, ou c'est une méthode. Donc, c'est emprunté. Et ça peut très... Je ne dis pas que tout ça marche, peut pas être intéressant. Je veux juste dire qu'il y a une modification. Ça peut marcher en sciences pures. Par exemple, quand tu as, je sais pas moi, une crise du foie, ben, il y a un modèle là-dessus, puis tu traites le foie, puis c'est réglé. L'activité d'opération du foie, l'activité de traitement du foie est un objet en soi qui peut être spécialisé s'il y a des complications. Fait que c'est un modèle positiviste qui est issu des sciences humaines et qu'on impose à la relation d'aide. Ce que ça l'amène, c'est une fragmentation, non seulement, une fragmentation des sujets en profil ou en programme. Puis ça, c'est vraiment étonnant. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé en travail social, mon mandat, moi, c'était de faire du soutien dans un petit village pour toute clientèle 0-100 ans. J'avais demandé, mon boss, il me dit, tu fais du travail social avec eux, c'est ça que tu fais. Fait que c'était ça mon mandat, c'était ça mon produit, entre guillemets. Maintenant, il y a des TS qui sont engagés pour travailler uniquement dans le cadre du projet du premier épisode psychotique, ou qui sont amenés à travailler, puis qui peut être très bon, là, je ne veux pas remettre ça en termes de qualité, mais c'est morcelé, c'est une partie. Fait que, et c'est comme ça partout. En enfant-jeunesse, c'est hallucinant le morcellement qu'il y a. Tu as des programmes spécifiques en négligence qu'on n'ose pas appeler négligence, qu'on appelle autrement, mais qui sont des programmes spécifiques avec des formations spécifiques qui deviennent des produits. Tu as des programmes d'intervention de crise, tu as des programmes pour les enfants qui ont des troubles de santé mentale, tu as des programmes pour des enfants. Fait que c'est un morcellement des interventions, un morcellement des personnes qui fait qu'on travaille de plus en plus sur un objet qui est morcelé. Et puis, ce que ça amène comme complication, c'est pour ça qu'il y a tant d'évaluations, entre guillemets, évaluation pour catégoriser puis orienter. Parce qu'avant d'envoyer quelqu'un, par exemple, dans un programme précis en santé mentale, backé par une best practice qui a été développée en Indonésie, je dis n'importe quoi, là, avant de l'envoyer là, il faut que tu évalues bien s'il correspond à ça. En santé mentale, par exemple, parce que cette personne-là, on va se limiter à une intervention genre comment ça s'appelle ça? Autotraitement, là, ou bien un groupe ou bien d'autres choses. Fait que, ce morcellement-là amène nécessairement une augmentation de l'évaluation dans une perspective de classification pour bien orienter les choses, change la nature, fait en sorte que ce qu'on va s'intéresser, c'est à faire la preuve que quelque chose a qu'un problème peut rentrer dans ce programme-là. Fait que c'est un peu pas la victoire, parce que c'est pas une lutte, mais c'est la prépondérance de l'objectivité sur l'ontologie. Fait que ce qui nous intéresse, c'est l'objet plutôt que l'être. C'est ça qui nous intéresse. Fait que quand on voit quelqu'un, on lui demande généralement, dans n'importe quel guichet d'accès, définis-moi, c'est quoi ton problème, puis je vais t'aider à définir c'est quoi ton problème, puis comment on va travailler dessus. Fait qu'on travaille sur le problème, sur l'objet qu'est le problème. Plutôt que si on travaille vraiment dans une perspective plus ontologique, on va s'informer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vit. Et ça, c'est vraiment une distinction qui est importante. C'est à partir de là que l'évaluation s'enclenche. Autre diapo, si tu veux, tout bas. Ouais, je vais essayer d'aller vite. Ça fait un malentendu. Il faut d'abord situer que quand je dis ça, quand je donne ces exemples-là, puis la phénoménologie qu'on a développée s'appuie sur une lecture, un regard qu'on pose sur un terrain, le terrain du travail social professionnel. Au Québec, professionnel, ça veut dire membre de son ordre, membre d'un ordre. Il y a 16 000 personnes qui sont membres de l'ordre. Ces 16 000 personnes-là sont évaluées, peuvent être évaluées et leur pratique est contrôlée à partir un champ d'action qui est défini dans le Code des professions, qui tourne autour de l'amélioration du fonctionnement social pour développer le bien-être d'une personne. Bon, sur ces 16 000 personnes-là, il y en a 11 000 qui travaillent pour l'État. 11 000 qui travaillent directement pour l'État. Et eux ont aussi des exigences administratives. Mais il y a déjà un premier clash parce que l'État n'a jamais engagé quelqu'un formellement pour améliorer son fonctionnement social.
L'État engage quelqu'un pour faire en sorte que la personne se rétablisse le plus rapidement possible, fonctionne le mieux possible, mais dans une perspective très, très fonctionnaliste et le plus rapidement possible, mais pas dans une perspective de développement personnel. Fait que en fait, il y a déjà un premier malentendu, là. C'est entre comment les exigences de l'ordre et un peu comment les exigences de l'employeur. Il y a un autre malentendu aussi qui est au niveau de la formation. Parce que tous ces 16 000 membres-là de l'ordre, puis les 11 000 employés, ont eu une formation initiale dans laquelle on leur a fait comprendre que le travail social, c'était un travail de changement social. Ça se plaçait dans un contexte social inadéquat qu'il fallait nécessairement transformer. Fait qu'on, appuyé par un paquet de compréhension, de conception et de façon de voir, on nous amenait, avec raison, à voir la nécessité du changement social. Or, on travaille pour l'État. Puis l'État engage aucun travailleur social pour faire du changement social. Parce qu'on est dans un système capitaliste. Puis l'État, ce qu'il fait, il est là pour maintenir l'ordre social, pas pour le changer. Fait que c'est pour ça qu'un travailleur social qui travaille, mettons, au guichet d'accès santé mentale, pour aligner, orienter quelqu'un vers un bon traitement, tout à fait logique qu'il ne voit pas le lien avec le changement social à ce niveau-là. Fait qu'il y a comme, il y a comme une transformation à faire. Qu'en est-il de la compréhension? Puis il y a un autre malentendu qui est assez fort, qui concerne directement l'évaluation. Parce qu'on parle d'évaluation du fonctionnement social, mais la plupart des gens pensent que l'évaluation, c'est catégoriser quelque chose. Tandis que l'évaluation du fonctionnement social, on peut tellement très bien le voir, et c'est logique avec les normes déontologiques, c'est une compréhension. Fait que c'est une différence. Fait que déjà là, il y a un autre malentendu là-dedans. Fait que qu'est-ce qui se passe dans tous ces malentendus-là? Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a, en fait, pourquoi ils sont possibles et qu'est-ce qui contribue à maintenir, c'est l'absence d'une clinique propre au travail social qui permettrait de compenser ces malentendus-là ou maintenant de s'installer dans ces malentendus-là et de tracer une ligne d'action. On n'a pas une clinique propre au travail social. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait un travailleur social dans n'importe quel contexte. Y a-t-il quelque chose que ça fait que ce soit en contexte autochtone, en contexte de GMF? C'est quoi qu'il y a de commun? C'est quoi la façon de faire commune? C'est quoi le processus commun? Il n'y en a pas. On en a emprunté partout, on en a emprunté en psycho, on en a emprunté en psychoéducation beaucoup, on en a emprunté un peu partout, mais il n'y en a pas de propre au travail social. Fait que devant cette absence-là, on a compensé. On a compensé l'absence de clinique d'abord en insistant beaucoup sur les normes. Étonnamment, les travailleurs sociaux sont les professionnels avec qui j'ai travaillé qui sont le plus stifs sur les normes, qui considèrent les normes le plus important. L'ordre est sur les normes. Étant donné qu'on n'a pas vraiment un processus qui nous permet de définir notre identité, on remplace ce processus-là par des normes. Mais en quoi le fait, je ne sais pas, de marquer dans la bonne case, d'avoir des bonnes notes d'évolution, d'avoir un diplôme, en quoi ça a nécessairement un impact sur le social? Fait que on a remplacé ça par les normes. Mais quand les normes ne suffisaient pas, en fait, ou le contraire, on remplace ça aussi parfois par la morale. Par la morale, par exemple, on va se questionner dans une situation difficile d'un enfant si on doit le placer ou pas, en faisant une délibération éthique. Je n'ai rien contre, c'est super intéressant. Sauf qu'une délibération clinique amènera la même chose. C'est-à-dire une délibération qui s'appuierait sur un raisonnement intrinsèque à la clinique serait suffisante pour prendre une décision, mais il n'y a pas de valeur là parce qu'on n'en a pas. Les travailleurs sociaux se plaignent avec raison de ne pas avoir de jugement clinique, de ne pas avoir de place pour leur jugement professionnel. Sauf que ce jugement-là, normalement, il s'établit à partir d'une démarche d'analyse, puis d'une démarche, d'un processus. Puis ça, ce processus-là, personne ne le possède vraiment. Donc, ça nous amène à cette question, l'autre question qu'on voulait pas développer, mais qu'on voulait aller dans le sens de la résolution de cet article-là, c'est peut-on définir une pratique propre au travail social et prétendre à ce que le travail social soit une discipline professionnelle? C'est un peu dans ce contexte-là qu'on voit aussi notre question, notre article. Ouais. Mais cela nous a permis de penser à l'objectif principal
de l'article dont, en somme, on peut dire que c'est de recentrer l'évaluation sur la question de la, on dirait, relation, mais aussi de valoriser, comment dirais-je, présence, dialogue et intersubjectivité, puisque on le verra plus tard, il y a une tendance assez fréquente d'une objectivation des sujets ou des gens avec auprès de qui nous intervenons. Et ça ne peut être pensé et réfléchi que sur la base d'une, comment dirais-je, du fait de peu à peu passer d'une logique de mesure à une logique de compréhension. Et cette logique de compréhension permet et est la seule qui vaille pour asseoir ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Donc, euh, c'est là qu'on entre dans une logique assez phénoménologique pour se poser la question, mais qu'est-ce que la phénoménologie? Qu'est-ce que la phénoménologie vient-elle faire dans la pratique de l'évaluation du fonctionnement social? C'est que la phénoménologie est un courant de pensée qui permet de comprendre plutôt qu'expliquer. La compréhension nécessite le fait de faire des liens. La compréhension nécessite le fait d'avoir une attention particulière au sujet face auquel nous nous retrouvons. Mais la compréhension aussi n'est pas comme l'explication, comme son nom l'indique, expliquer, c'est-à-dire déplier. La compréhension n'est pas un simple, comment dire, un processus de, de déplier des feuilles, des façons de faire des problèmes et de les résoudre. C'est, c'est là que la phénoménologie nous permet comment dirais-je, nous permet de suspendre des présupposés quand le patient ou l'usager se, se présente à nous. Nous avons toujours des présupposés et la phénoménologie permettrait de pouvoir faire une croix sur ces présupposés-là. En travail social, cela signifie tout simplement de comprendre une personne dans sa manière singulière d'être au monde plutôt que simplement expliquer son problème. Martin, je te laisse y aller. On t'entend pas ou ton micro. OK, excusez-moi. Ouais, ça fait suite à ce que Touba disait dans la dernière diapo. Tout à fait. C'est en fait appliqué à la relation d'aide, la phénoménologie, comme on peut la voir, comme la penser ou comme possible, c'est une pratique qui, au contraire de cette mise à distance d'objectivation, revient, arrête de séparer le sujet et l'objet. C'est-à-dire que la personne est dans son contexte. Il n'y a pas, il y a pas une personne d'un bord dans une logique cartésienne avec un objet qui observe. La personne elle-même est en situation et dans le phénomène et il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet nécessairement. C'est une posture éthique, donc, plutôt que cognitive. Une posture cognitive, c'est le sujet qui connaît un objet. Une posture éthique, c'est un sujet qui en connaît un autre, qui en rencontre un autre. C'est vraiment la distinction. Ça, c'est une des choses en relation d'aide que ça implique, cette posture phénoménologique-là. L'autre chose, c'est, comme Toubal disait, c'est de chercher le sens plutôt que les causes. De ne pas chercher la cause des phénomènes ou des problèmes dans lesquels on intervient, mais le sens que ça prend dans le vécu de la personne. Pas chercher la cause, mais chercher ce qui est en cause. Troisième affaire, c'est que la visée ne devient plus l'objet, ne devient plus le produit, ne devient plus la problématique comme substance, mais devient l'interaction. L'interaction de la personne avec le social, l'interaction du social avec la personne. Pas, pas substantiellement agi. On pourrait aller vers Habermas là-dedans, mais en tout cas, agir. L'autre point, ça nous amène, de là découle aussi, en relation d'aide phénoménologique, la question de l'éthique. L'éthique n'est pas, comme Touba l'a indiqué, la phénoménologie procède par une mise en distance des a priori. Une mise en distance de toutes pour une ouverture à ce qu'on a. Fait que cette mise en distance des a priori-là inclut des a priori d'une certaine façon déontologiques,
Je dis bien, là, il ne s'agit pas de mettre de la déontologie de côté dans tout le suivi, mais même dans l'évaluation, mais de pas. Notre éthique, notre première éthique ne sera pas une éthique de normes, on va être une éthique contextualisée qui sort du contexte, pas une substance qui existe à cause de ça. La même chose qu'elle ne sera pas conséquentialiste. Conséquentialiste dans une perspective où les comportements sont prévisibles, comme dans bien d'autres domaines, dans le domaine de la méthode scientifique. C'est conséquent. Mais en phénoménologie, pour un moment, au niveau de l'évaluation, on va mettre ça de côté, quitte à revenir après là-dessus. En fait, la connaissance, là, je cite Laville et Salmon dans un livre qu'ils ont écrit justement, qu'on pourrait parler sur la question de l'indisciplinité, l'indiscipline du travail social. Quant à moi, il y a une discipline, mais on pourrait y revenir. Mais la connaissance de vie, c'est un horizon, c'est pas un départ. Fait qu'on ne doit pas avoir des travailleurs sociaux qui arrivent avec des connaissances comme départ pour rencontrer les gens. Ils doivent avoir une posture d'apprendre à partir du cadre de référence et de la situation des gens. Ça a l'air, et c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de capacité, de compétences, de formation qu'on peut l'imaginer aussi de faire ça comme ça. Fait qu'il y a une mise en retrait des a priori conceptuels, des cadres de référence extérieurs pendant un premier moment. En fait, c'est une herméneutique de la confiance, c'est-à-dire qu'on a confiance que dans la rencontre avec la personne, dans la rencontre dans cette situation-là, on va finir par en saisir un sens qui va émerger. Ça, c'est l'herméneutique de la confiance, plutôt qu'une herméneutique du soupçon. On va regarder quelque chose, puis on va dire, mais qu'est-ce qui agit là? L'inconscient freudien, l'inconscient social, à la limite, l'inconscient, ou bien les normes. Non, on va essayer de mettre ça de côté pour essayer de se centrer pendant un bout, encore une fois, dans une perspective de herméneutique de la confiance. Et finalement, ça va nous amener devant la nécessité de temporaliser. Quand un problème s'est jamais arrêté, une évaluation s'est jamais arrêtée. Vu il n'y a pas de différence pas de distance entre le sujet et l'objet, ben, on va ensemble créer quelque chose qui va évoluer. La seule fois que notre évaluation va être permanente et elle ne bougera pas, c'est quand un des participants va mourir à peu près. Mais le reste du temps, ça va nécessairement changer. Le sens change. Le sens est dans la temporalité. L'être est dans la temporalité, je dirais. Euh, Autre diapo. Oui, OK. Donc, pour arriver à ce point de cette phénoménologie, il nous a fallu choisir quelques auteurs pour soutenir notre réflexion. Nous avons choisi Husserl, Gadamer, Martin Buber et puis Emmanuel Levinas aussi, parmi tant d'autres auteurs. Ce que chaque auteur nous apporte vient compléter notre conception ou notre réflexion sur cet apport que peut avoir la phénoménologie dans l'évaluation du fonctionnement social. Notamment, Edmond Husserl nous aide à comprendre que toute connaissance du monde passe par l'expérience vécue et que, par exemple, aussi Gadamer nous permet de penser la compréhension comme un processus dialogique, pas un processus bancaire au sens que où a parlé Paulo Freire pour critiquer la conception bancaire de l'éducation. Nous avons tendance à reproduire cette même conception bancaire de l'intervention sociale auprès des personnes avec qui nous entrons en contact. Il y a aussi Martin Buber sur la question de la relation entre le jeu et l'étude. La relation entre le jeu et l'étude chez Buber, c'est l'expression de ce qu'il appelle la rencontre comme une rencontre intersubjective entre un jeu et un autre jeu. Parce que chaque tu peut être un jeu et chaque jeu peut se transformer en tu. Mais la rencontre entre un jeu et en cela, le jeu est figé, mais comment dirais le jeu peut bouger, mais le cela est figé. C'est ce qu'on appelle chez lui la question de l'objectivation et que Lévinas appelle la thématisation. Donc, Lévinas voulait faire toujours la différence entre euh, la dimension intersubjective et le caractère non thématisable de l'individu. Quand il parle de thématisation, il parle d'objectivation. Donc, ce sont tous les auteurs, certains auteurs qui nous ont permis de penser ou de réfléchir cette logique phénoménologique dans l'intervention psychosociale, notamment dans
l'évaluation du fonctionnement social. Tu peux les porter. Excusez. Comment, en fait, cette phénoménologie-là, cette conception phénoménologique-là, sans a priori, un peu de cette façon-là, peut s'incarner, peut avoir un impact, peut influencer la façon dont on voit la clinique du travail social. Mais la premièrement, c'est que actuellement, la clinique est actuellement malmenée parce qu'elle s'inscrit toujours, de plus en plus, la clinique, encore une fois professionnelle, dans des logiques dans le traitement. On est là pour traiter soit un problème social, soit un problème, mais on est là pour traiter. Comme on traite une maladie ou on est là pour s'inscrire dans la fameuse question voyons, les choses de soins, là, les trajectoires de soins. On est là dans une trajectoire de soins. Fait que ça amène nécessairement la nécessité de séparer, d'objectiver tout ça. Tandis que si on reprend dans notre, si on s'appuie sur la phénoménologie, on va plutôt penser que notre logique n'est pas une logique de traitement, mais c'est une logique d'accompagnement de la personne, d'accompagnement dans le vécu, d'accompagnement de cette personne-là, d'accompagnement dans la situation. Fait que c'est une vision complètement différente. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut joindre ça dans les pratiques actuelles, parce qu'il y a pour moi une possibilité de joindre ça. Mais tu sais, bon. Ensuite, on assiste à un morcellement des vécus puis des profils clientèle. On a des formules, des outils, des théories, des best practices pour à peu près toutes les formes de vécu qu'on essaye d'implanter. Alors que la clinique en travail social, dans une perspective phénoménologique, morcelle pas les profils, morcelle pas les individus, s'intéresse à voir ce qu'il y a de commun plutôt que ce qui est distant. Pas les pas les particularités de ces suivis-là, au contraire, la reconnaissance de ces singularités-là. Donc, il n'y a pas la posture clinique, c'est une posture qui n'est pas au niveau des profils clientèle, qui n'est pas au niveau des problèmes particuliers, mais qui regarde en arrière du problème, qui situe le problème dans la situation, dans le contexte social. C'est aussi une logique où est-ce que la souffrance non plus n'est pas un objet. La souffrance est pas ce que maintenant on doit nécessairement traiter. Ça doit pas être la souffrance, c'est pas quelque chose qu'on doit enlever. Ah, ça a l'air fou de dire ça, évidemment, mais la souffrance, c'est pas quelque chose qu'on doit enlever, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que c'est toujours un indicateur social. La souffrance d'une personne qui veut mettre fin à ses jours, ça se situe toujours dans une histoire, toujours dans un contexte. Fait que, le fait de souffrir nous indique à nous, surtout travailleurs sociaux, nous indique l'importance de chercher d'où elle vient la souffrance. Fait qu'il faut réhabiliter ça. Il faut faire partir la souffrance. Puis ça, c'est très dur. Ça demande vraiment, c'est pas évident comme compétence à développer ça. On le développe plus facilement quand on travaille, par exemple, au niveau des soins palliatifs, parce que c'est difficile de penser que nos interventions vont faire que la souffrance va complètement cesser. Bonjour. Oui, OK. Bon, OK. Autre point, c'est que la actuelle, c'est l'instrumentation dans le soutien. L'instrumentation du soutien dans les trajectoires de soins. Alors, la clinique du travail social, évidemment, ne peut pas sortir de cette instrumentalisation-là, mais peut la colorer en introduisant les dimensions du contexte, en introduisant cette alliance-là dans l'accompagnement. L'autre point qui est fondamental, qu'on a perdu, que moi j'ai vu se perdre, puis historiquement dans le développement de la relation d'aide, surtout en travail social, c'est la négation de l'intuition comme mode de connaissance. L'intuition, comme mode, selon Spinoza, en tout cas, c'est le dernier mode de connaissance, celui qui est le plus complet, celui qui va le plus vers l'essentiel, celui qui est le moins biaisé par la raison, puis par les croyances et les préjugés. Fait que, mais on a nié l'intuition. Fait que les gens, maintenant, quand ils évaluent, ils n'utilisent jamais leur intuition. C'est pas bon d'utiliser leur intuition. Ils vont utiliser un paquet de questionnaires en fonction des cadres théoriques qu'on leur a donnés pour être capable de comprendre la situation, pour être capable de connaître. Ils vont utiliser ça pour connaître. Évidemment, comme le dit plein de monde, dont Michel Foucault, ça va avoir un impact sur la connaissance. Mais donc, on a nié cette intuition. Dans les formations que je donne actuellement, la dernière formation que je donne, je vise par des exercices à réinstaller l'intuition dans le processus d'évaluation. Un peu comme dire, les TS, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, ont beaucoup de misère parce que ce que ça demande, c'est de partir d'une page blanche, de tolérer d'être devant une page blanche.
pendant un bout de temps, puis de procéder juste par l'intuition, d'aller voir qu'est-ce qui sort de la situation, pas ce que j'y rentre, mais qu'est-ce qui sort de ça. Donc, ça, cette négation-là de l'intuition, il faut la rétablir aussi. En fait, l'autre chose aussi, c'est la croyance qu'on peut connaître le monde sans rien, sans nous faire intervenir nous-mêmes. Ça, souvent, tu sais, c'est la fameuse croyance, cette espèce de neutralité-là qui ne fit pas non plus avec la phénoménologie. On peut pas connaître le monde sans nous-mêmes se considérer dans ce monde-là de façon très concrète. Fait que, on peut pas se séparer. On doit considérer qu'est-ce que nous, qu'on apporte, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, puis qu'est-ce qu'on ressent comme des outils pour nous permettre de comprendre. Évidemment, ces choses-là nous permettent de faire l'économie de l'empathie. Quand on a des formulaires, des grilles, des processus, ben, on a juste à dire, la personne a juste à accepter. Si elle n'accepte pas, ben, c'est son choix, hein. Elle est libre de faire ça. Fait que on n'est pas, c'est pas nécessaire d'être empathique, de savoir pourquoi ce qu'elle ne veut pas, pourquoi ce qu'elle comprend. C'est pas nécessaire. Fait que donc, l'espèce d'objectivation des pratiques nous permet ultimement de faire l'économie de l'empathie, ce qu'il faut qu'on réintroduise à travers ça. Et c'est ça aussi possible. L'autre chose, c'est qu'on applique nos façons de faire toujours dans une perspective de prévisibilité du comportement. Par exemple, le nombre de rencontres qu'on va avoir, qu'est-ce qui peut arriver s'il arrive ça, des choses comme ça. Et cette prévisibilité du comportement-là, c'est pas une épistémologie phénoménologique, c'est une épistémologie génétique. C'est une épistémologie qui est de l'ordre de l'objet qui va se développer. Et cette épistémologie-là fait fi de la conscience du sujet et rejette le social. Fait que c'est la primauté de la méthode, plutôt que d'une épistémologie qui va se centrer non pas sur la prévisibilité du comportement, mais c'est sur le sens que cette situation-là actuellement. Finalement, ça nous amène à se mesurer nous-mêmes. On se mesure nous-mêmes parce qu'on a des délais à respecter, des choses à faire. Et ça nous demande aussi de mettre fin, de sortir de cette logique. On n'a pas le choix. On est mesuré, mais nous, l'important, c'est de savoir que c'est pas dans la mesure que se trouve la qualité de nos actions. C'est juste ça qu'il faut qu'on sache pour nous. Fait et finalement, comme on l'a dit plus tôt, l'évaluation, c'est comprendre avant tout. C'est un acte de compréhension. Mais vu que l'évaluation, c'est un acte de comprendre et pas d'expliquer ou de mesurer, euh, ce qu'on évalue, ni la personne, ni les milliers isolément. Autrement dit, on évalue en quelque sorte l'interaction entre la personne, l'environnement. Le fonctionnement social, euh, euh, en travail social, fait que l'objet de notre profession de travail social n'est ni l'individu ni le milieu, mais leur interaction réciproque. Cette interaction est d'autant plus importante que on ne peut, on ne peut on ne saurait en faire l'économie sans nous perdre dans même les fondamentaux de notre profession. Autrement dit, lorsqu'un travail social évalue une situation, il ne doit pas simplement chercher à comprendre une personne isolée, il doit chercher à comprendre plusieurs choses. Comment cette personne a tendance à interagir avec son environnement. Et cet environnement est d'autant plus important que il faut, comment dirais-je, privilégier les tensions qui en émergent, les rapports sociaux qui influencent la situation. Et sur la question de la situation, ben, on peut dire phénoménologue Jean-Paul Sartre a écrit nos situations dans les situations. Et puis, dans la situation 2, il dit une chose fondamentale, il dit par l'événement, qu'il le veuille ou non, l'homme est plus que jamais engagé dans une aventure. Donc, on ne peut pas se passer d'être engagé dans une aventure, euh, même si il y a comment dirais-je, des peurs, des risques ou une volonté de demeurer statique. Cet engagement ou dans une situation vers- euh, au travers de l'événement est une nécessité pour le travail social et cela lui permet évidemment de pouvoir aller vers la compréhension plutôt que de se confiner dans une logique explicative ou de mesure simplement. Oui, Et mon de Dieu, penser.
Il n'y en a pas d'autres avant? Excuse-moi, je ne vois pas. Peux-tu reculer un petit peu tout bas? J'ai peur d'avoir manqué des diapos. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, l'évaluation, finalement, on peut dire que c'est une compréhension, c'est une mise en contexte d'un problème. Et la posture phénoménologique, c'est de se positionner en disant euh, qu'est-ce qui se montre à moi? C'est quoi, au-delà du problème, en arrière du problème, c'est quoi le contexte dans lequel apparaît cette situation-là? Quel est le contexte dans lequel apparaît cette situation-là? Deuxième question qu'on se pose, et ça, qu'est-ce qui se montre à moi? C'est là la pertinence de l'intuition. C'est là qu'on ne peut pas faire l'économie de l'intuition, qui n'est pas vraiment une intelligence, parce que ce qui se montre à moi est différent, dépendamment des personnes, des acteurs engagés, des cultures, des forces qui s'appuient, des rapports de pouvoir qu'il y a là-dedans. Fait que, qu'est-ce qui se montre à moi? On y a accès beaucoup par l'intuition. Mais ensuite, l'intuition, il faut revenir au deuxième, aux connaissances de deuxième niveau du Spinoza, mais qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que je comprends de cette situation-là? Et de ce que je comprends, et ça sera mon opinion professionnelle, et qu'est-ce qui est important en termes social? En arrière de la demande de la personne d'être placée en RPA, c'est quoi qui est important là-dedans en termes social? C'est quoi c'est quoi qui est visé? C'est quoi qui est le principal enjeu? Son incapacité à payer? Sa ressource, le fait qu'elle soit complètement isolée. Fait que tout ça va nous mettre en lien avec des éléments structuraux qui ne sont pas liés à la personne, mais qui sont dans son environnement, mais qui sont agis à travers son contexte. En fait, tout ce qu'on vient de vous dire jusqu'à présent est conforme aux normes de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux. Il n'y a rien là-dedans qui a été dit qui n'est pas conforme aux normes. Et ce qui s'en vient aussi, c'est que dans la façon dont l'Ordre propose l'évaluation du fonctionnement social, elle insiste sur 5 rubriques, mais la première rubrique, c'est le contexte de la demande. La deuxième rubrique, c'est les caractéristiques personnelles. Et la troisième rubrique, c'est les caractéristiques de l'environnement. Donc, l'Ordre, quand ils font des vérifications, ils vérifient que les travailleurs sociaux professionnels ont distingué ces 3 rubriques-là. Fait que dans le fond, c'est tous ces... Sauf que nous, en phénoménologie, on les renomme, ces champs-là. Et c'est un peu l'ouverture qu'on a. Quand on regarde une situation devant nous, n'importe quelle situation, on la regarde toujours avec 3 lentilles, avec une ouverture sur 3 champs. Le premier, c'est quel est le mal-être et le besoin ressenti. Pas le premier en termes chronologiques, là. Celui c'est quoi le mal-être ou le besoin ressenti? C'est quoi, pour prendre l'expression de Médard Boss, qui est un psychiatre phénoménologue il y a longtemps, qu'est-ce qui amène une diminution des possibilités d'être? Mais c'est l'expression par la personne ou par les personnes concernées dans la situation. C'est quoi le mal-être qui est vécu dans cette situation-là, tel que ressenti? Pas juste un malaise que moi j'interprète, mais qui est ressenti. C'est le premier champ qu'on a tout le temps à clarifier et qui n'est jamais clair en partant quand on a une situation de nous. Ça se peut que les gens soient référés en santé mentale puis que pour eux, ils n'ont même pas de malaise. Fait que déjà, c'est pas pire. Fait il faut avoir ce premier champ-là. Le deuxième, c'est les caractéristiques personnelles. Ça, généralement, toutes les démarches d'évaluation caractéristiques ou catégorielles nous amènent à le faire, mais en fait, il faut vérifier dans cette situation-là, y a-t-il des caractéristiques personnelles qui sont particulièrement signifiantes? Ça veut dire, évidemment, les caractéristiques liées à des limites ou des particularités importantes physiologiques. Mais ce qui est surtout important dans les caractéristiques personnelles, c'est ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas apparent, c'est ce qui est hérité et c'est les déterminismes sociaux. D'où vient la résistance de cette dame-là? D'où elle vient? C'est-tu la première fois qu'elle avait cette résistance-là? Comment on peut l'expliquer socialement? À travers sa propre histoire. Elle a-tu été obligée de placer elle-même son père dans des conditions abominables, ce qui amène sa résistance? On parle de placement. Les parents qui ne se présentent pas aux réunions de parents puis qui sont considérés comme étant négligents, c'est-tu parce qu'eux autres mêmes, dans leur histoire sociale, dans leur classe sociale, l'école était perçue comme agresseur? Fait que tu ne vas pas à l'école quand tu vas te faire agresser. Fait que, bref, la partie des caractéristiques personnelles qu'il faut nécessairement former les intervenants à aller chercher, que moi je fais dans mes supervisions puis dans mes formations, c'est de faire sortir les déterministes sociaux qui sont cachés derrière les habitus, dirait Pierre Bourdieu, dans une perspective vraiment pour faire sortir ces déterministes sociaux qui sont majeurs.
On n'est pas des parents, on n'invente pas ça des mauvais parents. On, on est dans une chaîne de déterministes qui peuvent nous amener dans des situations comme ça. Donc, il faut les comprendre. Cette mise à distance-là fait qu'on s'éloigne un peu de ça. Excuse, Touba, juste une dernière. OK, merci. Et finalement, les caractéristiques de l'environnement actuellement en jeu. Pas théoriquement, actuellement en jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a actuellement, par exemple, au réseau de soutien par rapport aux compétences financières, par rapport à la culture, au parcours migratoire? Qu'est-ce qui est structurel et qui agit actuellement dans cette situation-là? Fait qu'un travailleur social qui fait l'évaluation a cette posture d'ouverture-là en trois champs. OK, on peut changer si tu veux, toi. OK, fait qu'est-ce que l'analyse phénoménologiquement? L'analyse, c'est exposer dans la cohésion de leur interdépendance les éléments signifiants des trois champs. Fait qu'en fait, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est. C'est quoi l'interdépendance? Prenons un exemple. Le gars qui vient de faire une tentative de suicide puis qui est amené à l'urgence de l'hôpital. Le médecin qui est là demande un avis de la travailleuse sociale pour voir s'il peut le laisser sortir. Fait que, donc, c'est quoi la cohésion de l'interdépendance entre les éléments signifiants là-dedans? Ben, d'avoir la situation, dans quel contexte il a fait sa tentative de suicide? C'est-tu violent? C'est-tu sous l'effet de l'alcool? C'est-tu la première fois qu'il fait ça? C'est ça. Fait que c'est quoi cette situation-là? C'est quoi le danger actuel, réel et immédiat, si on veut? Puis là, on a les outils, évidemment, standardisés pour le faire. Ensuite, on peut finalement voir c'est quoi les caractéristiques de son histoire sociale. Est-ce que, par exemple, il a vécu des affaires difficiles, il a déjà fait des tentatives de suicide, il y a eu il y a quelqu'un qui connaît de proche qui s'est suicidé. Est-ce que il fait une dépression, il a une mauvaise image de lui depuis qu'il est petit, ce genre de patente-là. C'est ça, par exemple, juste ça. Moi, ça me donne, ça a de l'interdépendance. Finalement, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a un soutien? Ben là, et ça, c'est l'interdépendance avec les caractéristiques de l'environnement. S'il n'y en a pas, ça va changer de quoi? Fait que donc, j'ai besoin d'avoir un regard qui, qui, qui identifie d'abord intuitivement, puis ensuite par le raisonnement, des indicateurs de sens dans chacun de ces trois champs-là. Fait que l'analyse, c'est pas une dissolution en éléments comme dans un modèle plus scientifique naturel, mais c'est l'articulation de l'unité d'un ensemble qui structure. C'est une mise en contexte. On prend la situation, la personne qui a fait une tentative de suicide, et on fait l'unité qui structure l'ensemble, c'est-à-dire c'est à quoi le contexte dans lequel c'est arrivé ça. Et dans ce contexte-là, on identifie les caractéristiques de son histoire sociale et les caractéristiques de son environnement. Déjà, si on faisait ça, on introduirait du social davantage. On le fait un peu par la force des choses, mais pas de façon nécessairement consciente. Ensuite, qu'est-ce qui vient valider? Et là, c'est intéressant parce que c'est à la fin. Si c'est pertinent, si on a besoin de le faire, qu'est-ce qui fait que notre analyse est bonne? Bien, ce qui fait que notre analyse est bonne, c'est d'abord qu'elle est, là, c'est un métier, il y a une rationalité intrinsèque à la connaissance clinique. En fait, ça fait du sens. Cette situation-là, comment je la vois, comment je l'interprète, le risque de suicide pour ce gars-là, ça fait du sens qui s'appuie sur des données des trois sphères. C'est la première chose. Mais ensuite de ça, si on veut vraiment la valider, puis rétrospectivement, dans une perspective réflexive, puis on regarde, c'est quoi les données scientifiques qui sens-là, puis c'est quoi les savoirs d'expérience. Fait qu'on met ça après. On ne met pas ça au début. On met ça après. Fait que, il s'agit d'exposer la cohésion des interdépendances des unités de sens de ces trois champs. En phénoménologie, ça se rapproche de la design-analyse de Heidegger d'une certaine façon, où est-ce qu'il s'essayait de voir dans l'être qu'est-ce qui était, les existentiels qui étaient mobilisés. Bon, en tout cas, ça, c'est tout bas pour rire plus que moi, mais c'est là-dedans que je vois. En fait, l'opinion, à la fin de ça cherche à savoir c'est quoi la capacité qu'a un individu de vivre librement ses potentialités. Fait que, et ça, vivre librement ses potentialités, pour Melaba, c'est la santé et c'est aussi le bien-être. C'est le contraire, c'est l'émancipation, en fait. OK.
Oui, et ce qui nous mène à la question de la singularité du lien social. Qu'est-ce que, à quoi cela peut-il bien renvoyer? C'est que le travail social implique toujours une histoire, un contexte des relations, mais aussi des rapports sociaux. C'est-à-dire, il faudrait que dans l'intervention, on puisse se refuser à être dans une lecture assez fragmentée pour pouvoir bien comprendre le vécu plutôt que de le classifier. Autrement dit, nous insistons dans cette logique sur la singularité du lien social. Martin est quelqu'un qui aime beaucoup ce concept de lien, faire du lien, qui fait du lien, qui fait du lien. C'est, c'est que le sens d'une situation n'est pas simplement dans l'individu, mais dans son rapport au monde. Et ce rapport au monde, c'est ce qui fait un va-et-vient dans nos explications, dans notre réflexion entre la phénoménologie et l'intervention, comment dirais-je, psychosociale ou l'évaluation du fonctionnement social. En ce sens, le travail social ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, chercher à identifier un problème, mais à comprendre comment ce problème prend sens. Et quand je dis prend sens, le mot sens a, dirais-je, trois sens en français, la sensation, la signification et la direction. Ce sont les trois sens du bon sens qu'il faudrait ici valoriser et mettre en avant. Oui, pour continuons dans la singularité, effectivement, la particularité de nos en fait, la particularité de de nos interventions, de notre évaluation, c'est qu'elles sont, comme tout le disait, sont singulières et elles sont sociales. En fait, on pose phénoménologiquement que être est toujours social. Tu sais, la phrase de Heidegger, c'est être dans le monde. Être jeté dans le monde, par contre, pardon, être jeté dans le monde, c'est-à-dire qu'un être toujours arrive dans quelque chose qui est préexistant, qui est là. Pour nous, on pousse cette logique-là dans notre article en disant, ben, c'est plus que ça. Être, ça émerge du social. Être, c'est jamais, c'est toujours un contexte. Être, pas juste la vie, pas juste humain, mais être, c'est social. Donc, c'est ça qu'on voulait dire. Fait que chaque évaluation doit donc avoir ce regard-là sur qu'est-ce qui est sur le contexte dans lequel l'être existe, le contexte qui permet l'être. Fait que, donc, et chacune de ces évaluations, c'est ça qui les rend difficiles, est singulière. Il ne s'agit pas d'avoir dans une situation de faire sortir la particularité. Ça, c'est une approche diagnostique. Si j'ai des malaises, je vais chercher les symptômes, puis de ces symptômes-là, je vais les regrouper, puis ça va devenir la particularité. C'est mon diagnostic. C'est une particularité qui va être, qui sort de d'autres situations qui ne sont pas nécessairement comme ça, mais qui arrivent à cette même particularité-là. Nous, c'est pas du tout ça. Chaque évaluation est singulière. Chaque situation est une courte histoire. Chaque situation est temporisée. Fait que c'est pas comme c'est pas une substance, là. C'est ça, c'est pas un trouble de personnalité. À la limite, ça peut être quelqu'un qui a des difficultés. Mon opinion, c'est qu'elle a des difficultés relationnelles, mettons. C'est déjà plus travail social de faire ça. L'autre chose, c'est que qui en fait une singularité de l'évaluation, c'est qu'elle s'éloigne de, encore c'est un terme phénoménologique emprunté, je pense bien de Heidegger toujours, qui est l'ontologie du sous la main. C'est-à-dire que on peut voir, par exemple, le DSM-5 qu'on a sous la main peut nous permettre de donner, même si on n'est pas des médecins, là, peut nous permettre d'avoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'avoir ça, ou bien d'autres choses, des best practices. Tu sais, des cadres théoriques, c'est du sous la main. Ce qui est pas, ben, à la limite, c'est un choix, là, mais nous, ce qu'on dit, c'est que, étant donné la diversité du travail social, puis la nécessité d'arriver à une vision un peu transversale de la clinique, c'est important de donner la primauté au sens de l'être. Donc, c'est pas sous la main, c'est le sens que va prendre. Le sens est jamais le sens, c'est pas un principe. Le sens, c'est une production. Fait que qu'est-ce que cette situation-là produit comme sens? Fait que ça aussi, c'est ce qui singularise. Fait que chaque situation, avec à peu près les mêmes dimensions, dans à peu près aussi les trois champs, peut arriver.
des lectures qui sont un peu différentes. Fait que, donc, identifier les particularités pour traiter versus comprendre quand on veut identifier les particularités, comme dans les approches diagnostiques, c'est pour traiter. Mais pour soutenir, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est la singularité de ce qu'on a devant nous. Tout bas. Oui, oui, je suis désolé, j'ai fermé mon micro. Je disais que l'historicité dans le sens où on l'utilise renvoie à ce que Paul Valéry disait quand il considérait que je suis fait de toutes les choses que j'ai faites. Autrement dit, les conditions sociales d'existence, les relations, les trajectoires, les situations dans lesquelles se trouvent les sujets ainsi que les événements qui les habitent. Tous ces éléments, tous ces aspects concourent à justifier ce qu'il est convenu d'appeler la nécessité d'un dialogue ou d'une convergence entre phénoménologie et intervention, évaluation du fonctionnement social. Autrement dit, une situation de souffrance, comme le disait tantôt Martin, ne peut donc jamais être comprise uniquement comme un problème individuel. C'est un tout. Il y a une certaine complexité, pour utiliser un concept propre à Edgar Morin, et sur les questions afférentes au parcours de vie, etc. Euh, mais cela nous éloigne d'une lecture individualisante des problèmes sociaux. Et donc, je vais laisser à Martin. Je sais que le temps qui nous est imparti reste 3. On l'a dit, faire émerger le sens, construire une opinion professionnelle située, qu'on ne peut pas déplacer n'importe comment. Euh, L'évaluation comme un acte de compréhension. Il cherche plus à comprendre qu'est-ce qui fait sens dans cette situation particulière. Est-ce qu'il y a encore d'autres, tout bas, un ou deux autres diapos? Je crois que oui. La compétence du lien, oui, ouais, ben, vas-y, la compétence du lien. En fait, il faut réhabiliter l'intuition comme forme de connaissance. Il faut considérer l'accompagnement comme une expertise. Pas comme une affaire. C'est vraiment une expertise. Une expertise qui engage un vécu. Accompagner quelqu'un dans la souffrance sans vouloir la régler, là, c'est du sport. Accompagner les gens qui sont dans des grandes souffrances sociales, mais sans les régler, mais en partageant avec eux autres ce qu'ils vivent, c'est-à-dire en étant là, par notre présence, ça demande une expertise parce que à l'intérieur de nous sort plein de notre subjectivité. Ça mobilise notre propre subjectivité, ça nous mobilise comme sujet dans un contexte. Fait que, il faut aussi voir la souffrance et la vulnérabilité comme une information. Maintenir une présence qui permet à l'autre l'expression des affects, je dirais même la synchronisation des affects, si on était dans une perspective psychologique intersubjective, là, la synchronisation des affects pour ensuite qu'il soit capable de mentaliser et pour soutenir son action. C'est là que se trouve l'essence de ce qu'on peut faire. C'est vraiment dans cette présence-là, et c'est très dur de faire ça. Parce qu'on a la pression de l'action, on a la pression de faire des choses. Mais l'action principale qu'il faut faire, c'est d'être présent. Utiliser ses propres ressentis comme information sur la situation, ça fait aussi partie de l'accompagnement. L'importance de la persistance du lien plutôt que les coupures de lien. Je le réfère à tel parce qu'il devient un autre type de problème, à tel autre, à tel autre, à telle liste d'attente. Il n'y a rien de... Ce qu'il faut revenir, c'est la persistance du lien plutôt qu'un lien spécialisé. Vaut mieux la persistance d'un lien général que la référence à un lien spécialisé. La gestion de l'impuissance, qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence qu'on pourrait donner tout bas et moi là-dessus, mais c'est une autre histoire. Donc, on peut considérer que le lien relationnel, un peu comme le disait tantôt tout bas, le lien relationnel, c'est la base du changement social. C'est la base. Puis ça, ben, tu sais, même Paulo Freire le disait dans la perspective dialogique. On peut pas, ça prend nécessairement un dialogue. C'est une posture d'alliance. On peut pas, même en action collective, on peut pas faire l'économie du lien empathique, même en action collective, d'une présence plutôt que d'avoir une lecture objectivante, dans une présence dans le milieu. Oui, merci Bon, beaucoup. Ici, on a peut-être un voulu dernier faire mot. oui, une certaine comparaison des modèles, donc
une classification, vous voyez, le protocole versus les dialogues, etc. Donc, ce que l'article, en gros, apporte comme contribution, c'est la définition de l'évaluation. Nous avons vu au moins quatre contributions majeures que nous avons nommées ici. Mais je vais laisser Martin Bon, pour la ben, conclusion et juste la peut-être fin. pour dire que, en fait, c'est oh, si on veut faire nos mandats tout en étant des professionnels du travail social, on peut influencer les mandats, mais pour ça, il faut qu'on ait des leviers cliniques qui sont plus importants, qui sont plus forts. Puis cette levier clinique-là s'appuie sur la prise en compte des contextes sociaux, l'apport nécessaire, même dans une perspective de traitement, d'une compréhension que j'appelle horizontale. Parce que même dans une perspective de traitement, c'est souvent ce qu'on a besoin, ce que les autres professionnels ont besoin. Ça va être une lecture plus du contexte. Et ça, on peut apporter ça dans à peu près tous les lieux où est-ce qu'on est. Plus ou moins détaillé, mais le minimum, c'est ça. Ensuite, on peut choisir, c'est notre posture clinique, d'avoir une posture d'alliance empathique. Tu sais, fait que c'est la posture d'alliance et je suis d'abord l'allié de la personne qui est devant moi. Je passe d'une posture de face à face à une posture de côte à côte. C'est ça qu'il faut que j'amène, c'est un levier clinique. Finalement, la défense des droits. Mais c'est ça. Bon, l'effet, c'est de démarche clinique. Bon, je pense qu'on peut, on peut pas aller, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais on va voir avec les questions. OK. D'abord, oui, on pourra revenir. Alors, maintenant, on passe à la période d'échange, de questions, commentaires. Alors, pour les participants en ligne, là, pour poser vos questions, il y a deux manières de le faire. Il y a de lever la main virtuelle. Alors, elle se trouve parmi les options disponibles sous le symbole réaction. Alors, on pèse réaction et après, on pèse lever la main. Et c'est au bas de votre écran. Et vous pouvez poser des questions aussi dans le fil de conversation. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien casser la glace, Jacques, est-ce que tu peux ou tu euh, peux enlever le je peux dictat? en poser, moi, si. Mais tant mieux si quelqu'un la pose. D'abord, pensez à vos questions. J'en pose une peut-être pour commencer, là. Oui, Alors, merci là, de vos exposés. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que euh, c'est de vraiment poser les gens comme sujet et de les amener dans des postures de sujet plutôt qu'être eux-mêmes de se comprendre comme un objet et qui est déterminé par l'extérieur. Sur la compréhension, alors c'est la manière que est-ce qu'on peut dire que c'est la manière qu'on comprend les choses, mais c'est aussi la manière que la personne se comprend, elle. Et ça fait partie beaucoup de l'histoire, là, la manière que la personne se comprend et de la manière qu'elle comprend son problème et de qui elle est dans ce problème, tout ça. Et là, j'amènerais, alors comment, et souvent, cette compréhension-là, elle-même fait partie d'une manière forte du problème. Je veux dire, elle est nourrie de toutes sortes d'imaginaires pour expliquer les choses. Alors, il y a tout un côté herméneutique, là, je dirais, et tout ça, je dirais, le plan d'intervention veut jouer sur cette compréhension-là. Alors, comment on place l'évaluation là-dedans et qu'on entre sur cette patinoire-là, là, ouais. avez-vous une idée? Ouais, ben, tout bas, tu veux-tu y aller ou Non, comme tu non, tu peux y aller. Ben, en fait, merci. En fait, l'opinion de la personne, la compréhension de la personne, est une donnée incontournable, essentielle.
on retrouve ça dans notre lecture. Cette opinion-là, puis techniquement, là, dans la partie, dans les grilles fournies par l'ordre ou dans les établissements qu'on appelle contexte de la demande, on retrouve la position des principales, pas juste la personne concernée, parce que des fois, c'est pas égal. Les autres personnes ne pensent pas la même chose. Fait que, oui, c'est une donnée fondamentale, première chose. Deuxième affaire, on ne l'a peut-être pas assez dit, l'évaluation, c'est un acte clinique, c'est un acte de dialogue. Fait que dans le dialogue, on permet à la personne de préciser sa vision de ce qui arrive, aux personnes de préciser ça, puis de s'entendre un peu dans la perspective de Habermas, d'avoir une espèce de confluence, puis d'amener quelque chose de plus. Donc, la position évolue durant l'évaluation. Donc, ça, c'est une partie qui est importante. Mais pas paradoxalement, mais ce que je dis, c'est que mon opinion professionnelle, c'est mon opinion de professionnel. Ça doit utiliser l'opinion de la personne et des personnes impliquées, mais c'est pas seulement que l'addition des opinions. C'est un jugement que je pose à partir d'une analyse que je fais, à partir des trois champs que j'ai dit tantôt, qui comprennent la position subjective des personnes intéressées. Donc, mais mon opinion, ça c'est important de le savoir, l'opinion professionnelle des travailleurs sociaux devrait, à une fois, quand leur analyse est bien faite, une mise en contexte qui fait ressortir interdépendances signifiantes et qui donne un sens, là, une fois que c'est fait, c'est la mienne. Puis là, après ça, il reste l'autre étape. Ça ne veut pas dire que mon opinion professionnelle, quand j'ai fini mon analyse, mon évaluation du fonctionnement social, ce n'est pas mon objectif d'intervention. L'objectif d'intervention, là, je le négocie avec avec les personnes composants impliquées dans cette situation-là. C'est pas, moi, mon opinion, c'est pas nécessairement ce qui va devenir nos objectifs. Ça va être la négociation dans laquelle va jouer. Donc, j'ai une opinion qui est à moi. C'est moi qui se pose. Par exemple, c'est pour ça que quand je suis à l'hôpital, puis j'ai quelqu'un qui doit sortir de l'hôpital et que cette personne-là veut sortir, que le médecin veut qu'elle sorte, mais que moi, en regardant dans les trois champs, je constate qu'elle a zéro réseau de soutien. Ça se peut que mon opinion soit de dire, moi, je pense, madame, que votre réseau est pas assez solide. C'est mon opinion. Mais ça ne veut pas dire mais mon opinion, il faut la jouer. C'est ça qui est intéressant en phénoménologie aussi. Il faut la jouer humble. C'est mon opinion. Mais tu sais, mais c'est mon opinion. Puis ensuite de ça, il y a une négociation qui se fait là-dessus. Donc, oui, Jacques, la posture des gens, puis généralement, c'est cohérent. Généralement, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont victimes, qui sont dans une relation avec leur environnement malsain, on finit par s'entendre généralement dans notre opinion là-dessus, mais ultimement, mon opinion professionnelle, elle repose sur mon analyse à moi, pas celle des autres personnes. OK. Dans le chat, peut-être je vais essayer de repérer alors, j'ai ça. Analyse et réflexion très importante. Influence de la culture et de l'immigration sur le travail social. Oui, moi, Alors, ouais, oui. je- Je peux, j'en nomme, retiens-les, il y a celle-là. ok. Euh, je serais curieuse de savoir pourquoi pas le pragmatisme à la Dewey. Ça m'a fait aussi penser à la DPA de Yann Le Bossé. Et je me suis demandé quel rapport, quel lien possible éventuellement, mais je dois quitter. Peut-être pour la discussion. Merci pour la présentation. Alors, c'est un autre, le lien avec Dewey puis avec Yann Le Bossé. Euh, Bon, un dernier commentaire. Je n'ai rien à dire, mais votre présentation était bien riche. Merci de la part du groupe 67 à Mont-Laurier. Alors, peut-être sur les deux points, là, un, le lien avec Dewey puis Yann Lebossé, et l'autre sur euh,
l'influence de la culture et de l'immigration sur le travail social. Je ne sais pas si c'est l'immigration, ben, ça peut être ça, oui. Oui, ben, je vais aller Oui, pour de oui. pour Dewey. Euh, ben, il faut, et comment dirais-je, replacer le pragmatisme de John Dewey, qui se concentre sur l'importance de l'action et de l'expérience pratique dans la compréhension de la réalité. Au fait, ce que l'on essaye de montrer, ou ce qu'on a essayé de montrer, c'est que on n'est pas tellement différent de ce que pense Dewey, parce que il faut aussi se souvenir des influences de Dewey, parce que il y a des penseurs comme William James, comme Charles Sanders Peirce qui ont influencé Dewey et qui l'ont poussé à développer une approche, dirais-je, pragmatiste qui considère que la signification d'une idée ou d'une théorie est mesurée par ses implications pratiques et ses conséquences. Nous, ce qu'on fait, c'est pas au-delà, mais en complémentarité à Dewey, c'est que la question que doit se poser un travailleur social, ce n'est pas comment dirais-je, que dois-je faire? Mais d'abord, qui suis-je et pourquoi fais-je ce que je fais? Mhm. Martin a tendance à me dire une chose, il dit, il dit qu'il disait parce qu'il était gestionnaire, il avait une équipe, il disait aux gens qui travaillaient avec lui, je m'en fous de ce que vous faites, je veux toujours que vous vous posiez la question pourquoi vous le faites. La question du pourquoi est celle qui est centrale dans la réflexion du travail social. Nous sommes des sujets et nous pensons avec d'autres sujets avec lesquels ou avec qui nous évoluons selon les situations, les événements et aussi l'environnement dans lequel vit, mais nous vivons ensemble. Donc, c'est un peu dans cette logique-là parce que Dewey, son pragmatisme avec la phénoménologie, on pourrait faire plusieurs, comment dirais-je, rapprochements, mais c'est ce que j'ai besoin de dire que nous ne D'accord. sommes pas très éloignés de lui, même si nous ne l'avons pas cité. Alors, cette question, Je pense pourquoi? Pourquoi je le fais? oui, puis je pense, Martin, t'ajoutes? ouais, ben, je pense un peu comme Touba que le rapprochement aussi avec Dewey, c'est dans la perspective herméneutique. C'est c'est que, en fait, ce qu'on considère dans la perspective de la phénoménologie puis de l'herméneutique dans la phénoménologie, c'est le fait qu'on influence la connaissance en étant là, qu'il n'y a pas de, c'est la prise de position par rapport au modèle, euh, mais- au modèle de la science positiviste. C'est ce que. Et là, il y a un rapprochement avec Dewey. Avec l'autre, monsieur, là, je connais le nom, mais je ne le connais pas assez pour être capable de faire des liens. Pour la question de l'analyse et réflexion, influence de la culture et l'immigration sur le travail social, ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, mais je ne suis pas sûr que je vais essayer d'y répondre. Je ne suis pas sûr que j'ai compris vraiment le sens de ça. Mais ce que je peux, ça m'amène à faire une réflexion en me disant que le modèle générique d'évaluation qu'on dit axé sur la compréhension, l'accompagnement, puis un regard à travers ces trois champs-là, ça permet de faire sortir l'influence de la culture, ça permet de faire sortir les vécus en termes de déterminisme, en termes historiques à l'intérieur d'une situation. Ça permet ça. Fait que d'après moi, on n'a pas à avoir d'autres modes d'évaluation, d'autres processus d'évaluation compte tenu des cultures ou de... Non, parce que si on est vraiment attentif à qu'est-ce que cette situation, à qu'est-ce que j'ai devant moi, comme on le disait tantôt, à qu'est-ce que dans l'histoire sociale des personnes que j'ai devant moi, qu'est-ce qui agit là-dedans, puis le contexte actuel, nécessairement, on va, on va, on va avoir une lecture qui tient compte de la culture et de l'immigration, sans avoir besoin de la nommer comme ça. Fait que c'est un peu l'intérêt de ça. Mais
Mais si on prend la question de l'influence de la culture et de l'immigration sur le travail social, il y a des choses qui pourraient être intéressantes qu'on n'aura pas le temps de discuter ici. C'est comme, par exemple, on parle, nous, du travail social professionnel normé avec une déontologie, tout ça. Il est différent. Puis là, c'est différent d'un pays, d'une culture à l'autre. En Europe, c'est pas la même chose. Actuellement, ils ont des combats en Europe par rapport au travail social en général avec la loi, je me souviens pas quoi, là, qui vient, mais on n'aura pas le temps de discuter, mais ça, c'est un autre parti. Mais bref, oui, je pense que le modèle qu'on prend, qu'on suggère, phénoménologique, tient éminemment compte de la culture et l'immigration dans son application. Et bon, c'est ça. Alors, j'avais une main levée, Christian Dumas, mais je ne sais pas si j'ai pas perdu Ouais. peut-être. Ah, oui. Alors, oui, vas-y, Christian. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard, mais il y a quelque chose qui m'a accroché, puis en lien avec peut-être plus quelque chose d'expérientiel, plus qui est lié à mon expérience. C'est quand on parlait je pense que c'est Martin qui disait de vouloir référer, ou en tout cas, puis Martin, tu me corrigeras, mais vouloir référer à de l'expertise extérieure à nous, c'est un enjeu de rupture de lien. Ouais. Ouais. J'aimerais ça que peut-être Oui, tu abordes, parce que moi, c'est quelque chose qui réfère beaucoup à mon expérience, étant donné que moi, je le situe, je fais une pratique d'intervention ouais. psychosociale auprès d'étudiants à l'université. Donc, je suis plutôt généraliste. On n'est pas un centre de réadaptation en santé mentale, mais je rencontre des gens qui sont quand même dans une trajectoire, tu sais, de psychiatrie ou qui ont d'autres besoins où ils nécessitent une expertise. Mais l'enjeu en tout cas, que j'ai souvent soulevé, c'est celle-là, là. Oui. Salut Christian, mais tu as parfaitement raison. D'après moi, c'est une grave maladie de notre organisation des services sociaux au Québec, surtout, mais peut-être partout ailleurs. Puis cette maladie-là, c'est un peu le découpage. C'est que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis même quand je soutenais des intervenants il n'y a pas si longtemps que ça, les gens avaient dans leur clientèle, peut-être aussi à domicile, des personnes malcommodes, des personnes qui étaient difficiles, puis ils dealaient avec ça. Mais maintenant, quand on voit ça, il y a une forte tendance à les référer parce qu'on pense qu'ils ont des troubles de personnalité. Fait que ça nous rend, c'est un processus bizarre parce qu'en référant vite, rapidement, puis, on évite de gérer notre impuissance, mais on ne développe pas non plus notre capacité, notre compétence dans l'accompagnement parce qu'on réfère. Fait que ça, c'est le premier niveau qui est c'est une maladie, quant à moi, dans notre réseau. Vaut mieux beaucoup poursuivre le suivi que de référer à des services qui sont spécifiques ou spécialisés. Puis c'est une maladie qui correspond avec l'affaissement de la première ligne au Québec aussi, là. On a mis ça. Fait que, là, il n'y a plus de première ligne. Fait qu'on on y va là-dessus. Mais il y a un autre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre facteur qui vient jouer là-dessus, d'après moi, Christian, c'est l'incapacité, la nécessité qu'on a de vouloir absolument traiter. Et fait qu'on pense, un peu comme en médecine, que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, quand la personne continue à souffrir, ça doit être parce qu'il manque un spécialiste quelque part. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on le réfère, ou il n'est pas dans le bon programme. Fait que mais ça peut peut-être marcher. C'est vrai mettons, je veux dire, en neurologie, j'imagine que ça a du sens, c'est de te faire référer à un spécialiste quand ton omnipraticien ne marche pas. Mais en social, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que les problèmes sociaux, ça ne se règle pas comme ça. Les problèmes sociaux, ça se prend en considération. Les structures sociales se changent, mais les problèmes sociaux, ça s'accompagne. Ça ne se traite pas. Parce que souvent, les problèmes sociaux découlent de 3 générations. Puis si on va dans des communautés culturelles particulières, des fois, ça va plus loin. Fait que- et dans un contexte qui est multifactoriel, des déterminants sociaux qui s'entrecroisent. Comment on peut penser humblement puis honnêtement qu'on va régler ces problèmes-là en donnant ça à un autre spécialiste? Moi, je pense que ça, c'est pas. Ils ont la raison d'être, les spécialistes, mais je pense qu'on a perdu, puis ça a un impact majeur. L'impact majeur, c'est qu'on choisit, encore une fois, l'objectivité plutôt que l'ontologie. On choisit d'objectiver des choses puis d'y aller en fonction de ça plutôt que de l'être, puis le lien. Puis moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'inventer le bouton à 4 trous. Si on reste présent
parfois dans notre impuissance, c'est une bonne job de faire ça. Je fais juste, c'est correct, Christian, comme réponse? Ouais. J'irai dans la conversation. Oui. Le... Alors, il y a trois Époqué. nouveaux commentaires, là. Alors, très intéressant et pertinent. Difficile de situer versus le contexte actuel de la pratique, là. Référentiel de OK. compétences de l'ordre, accompagnement versus gestion de programme fragmenté. OK. Alors, c'est une première conversation. Une deuxième d'une autre personne, je me questionne sur l'époqué dans le processus d'évaluation. L'époché ou l'époqué, là. Comment l'utiliser sans négliger d'autres informations pertinentes. Alors, et, le, et une autre, alors, prenez ça en note, là. Je peux les répéter, là. La première, c'est le contexte actuel de la pratique, là. Les, les pochés, et oui, ça, mais ça va. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes? Peut-être. Bon, je dois quitter. Merci, Martin Touba. Et alors, sur le terrain, principalement dans le réseau public de la santé, Ouais. pensez-vous que les conditions de pratique soumises à des injonctions de performance et cette posture compréhensive sont compatibles? Moi, je Vous, pense, vous percevez que ce contexte de pratique peut représenter un défi à ce niveau. Avez-vous des stratégies à ouais. proposer pour faciliter l'adoption de cette posture clinique? Euh, Alors, allons-y comme ça. ouais, ben Il y moi, en ça aura d'autres. m'amène vivement je pense que justement, oui. C'est pour ça que c'est pensé. Je pense que ce modèle générique de l'évaluation du fonctionnement social, la place qu'on y donne, la réintroduction de la compréhension est tout à fait pertinent maintenant, c'est sûr. Mais ce qu'il faut prendre en compte, la première chose, je l'ai dit au début, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce que notre employeur nous demande ça. Le travail social sera toujours un acte à moins, tu sais, parce que le travail social qui vise le changement social, là, c'est toujours un acte de résistance. Si ce ne l'est pas, moi, une travailleuse sociale qui me dirait, je le dis souvent, ça, qui me dirait, écoute, moi, là, euh, tout ce que je fais, là, tout est correct, tout est cool, j'ai pas, mon établissement, il s'enligne exactement comme moi dans tous les lieux, mes programmes sont parfaits. Je dirais, ben, peut-être que ça n'a pas besoin d'être une travailleuse sociale qui est là d'abord. Parce que substantiellement, si on peut parler comme ça, le travail social, c'est toujours un acte de délinquance. À partir du moment où on met un gros orteil dans le changement social, c'est sûr, mais là, ça dépend du niveau. Fait que c'est quoi cette délinquance-là? C'est pas une c'est pas nécessairement. La délinquance, c'est parfois d'insister sur des points, d'insister, c'est parfois de poursuivre un suivi quand on nous demande de le cesser, en expliquant que bon, tu sais, on trouve ça important de continuer. C'est parfois expliquer qu'on peut, on a complété cet outil d'évaluation multiclientèle-là de façon un peu botchée parce que ça nous a permis de voir plus d'autres clients. C'est comme ça que je joue concrètement la délinquance. C'est exactement là-dedans. C'est une délinquance qui est saine. C'est une délinquance qui est consubstantielle du travail social. Le travail, tant qu'on va être dans un système capitaliste, puis à ce que je vois arriver, je vois pas gros des mouvements qui vont nous amener vers un autre sphère. Ben, c'est un peu normal que le travail social soit dans une posture entre l'arbre et l'écorce. Ça fait partie, et à partir du moment où on voit ça comme ça, les choses changent. On a toujours une raison. Il y a toujours, hey, même quand j'étais dans le CLSC en 1982, quand je suis arrivé au CLSC, je chialais contre la structure. Puis pourtant, j'étais dans les plus belles années du CLSC. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, OK, c'est peut-être consubstantiel de ma posture de chialer. Mais ça dépend comment chialer. Puis on a plein de stratégies à développer. Tu sais, comme la stratégie du oui, mais. Oui, 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 oui. Mais tu sais, quand j'aurai le temps. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, on les connaît. Il y a des intervenants qui sont forts là-dedans. La stratégie de botcher.
Moi, je pense que botcher, des fois, c'est un acte d'affirmation de l'autonomie professionnelle. Fait que c'est comme ça qu'on y arrive. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon qu'une posture remettant l'évaluation et la compréhension au centre, qu'une posture phénoménologique pour trouver sa place dans le réseau. En substance, ce que ça dit, c'est que il faut comprendre. Quand est-ce qu'on n'a pas le temps de comprendre? On n'a pas le temps de comprendre tout, c'est sûr. On n'aura jamais le temps de comprendre tout, même le fonctionnement social. Mais quand est-ce qu'on n'a pas le temps de se placer dans une posture de compréhension, de refléter notre compréhension-là au monde autour de nous? Ben, moi, je pense qu'on est toujours capable. Puis si on fait ça, ben, on fait un job de travailleur social. Quand est-ce qu'on n'a pas le temps de comprendre? Est-ce que quelqu'un irait voir un médecin qui dirait, moi, j'ai pas le temps de faire des diagnostics? Personne n'irait voir ça. Est-ce que n'importe qui, n'importe quel professionnel? Fait que les TS, on a on doit avoir le temps de comprendre. Il faut qu'on ait le temps de comprendre, minimalement, mais pas tout comprendre. De là, encore une fois, la compétence du botching, de botcher, ça, c'est pas toujours facile. Mais moi, j'ai appris ça. Et maintenant, les TS. En fait, les TS que je suis toujours maintenant, depuis 40 ans que je fais des rencontres avec des TS, puis je vois ceux qui sont capables de faire ça. Puis c'est pas à cause d'eux autres, c'est à cause souvent du contexte. Ils travaillent dans des régions éloignées, ils sont pas dans tel monde, puis ils sont capables d'avoir un peu plus ou bien non, ils ont appris, puis ils disent, bon, écoute, je peux botcher ça, c'est pas si grave que ça si je remplis pas ça. Et finalement, ça va se faire dans la mesure où on va comprendre, qu'on va prendre conscience que c'est notre job. Si moi je prends conscience que ma job, c'est pas d'aller aussi vite que ça pour que la personne elle accepte de prendre ses médicaments, mais que ma job, c'est plus de l'accompagner, ben, ça va être bien plus capable de tolérer ça. Fait que c'est une OK. compétence. En allant vers encore un. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Le- où je vais, là? Alors, moi, j'aime bien ce que tu viens d'amener. J'y vois l'identité professionnelle versus l'identité d'entreprise, là. Oui, Il y a une tension là-dedans et l'identité professionnelle doit avoir son mot à dire elle aussi, là. Dans la conversation, merci beaucoup pour ce webinaire. Je dois quitter, mais j'ai apprécié cette réflexion sur l'évaluation du fonctionnement social comme espace de compréhension, de reconnaissance et de posture réflexive. Alors, ça sera j'ai tout aimé et retenu de cette réponse. Merci. Alors, moi, je conclus. Alors, merci beaucoup, Touba et Martin. C'est un sujet merci tout le monde. central pour le temps. Merci tout le monde. Merci aux Et personnes. merci pour tout le monde qui ont participé. Je pense jusqu'à 45 participants. Alors, c'est excellent de nous amener sur ce terrain-là, d'affirmer la pratique professionnelle, tout ça, puis de créer cet espace-là, là, je dirais, de reconnaissance entre nous dans le travail social. Merci aussi au Fonds de recherche du Québec, là, Société et Culture, qui finance, qui soutient le CRIS. La grosse subvention du CRIS vient de là. Alors, j'invite les gens aussi pour suivre les prochaines actualités du CRIS. N'hésitez pas à consulter le site Internet. Ça permet tous ces échanges-là permettent d'aller vers la justice sociale et la transformation sociale et c'est important. Alors, merci tout le monde. Bonne journée et